Bonjour à tous. Donc, pour me présenter, Romain Nicoli, je suis cofondateur et CTO de Criteo. Et donc le but de cette présentation, c'est de vous parler de la plateforme Big Data de Criteo. Et en fait, le métier de Criteo est centré sur le Big Data. Donc pour nous, c'est pas vraiment une évolution, c'est quelque chose qui était au cœur de la société depuis le départ. Car il y a 3 parties dans cette présentation. La première, c'est de voir le service de Criteo d'un point de vue extérieur, pour savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et ensuite, on va rentrer à l'intérieur de la machine pour regarder comment on le fait et comment est la plateforme. Et la dernière partie, un petit peu plus technique, sera un petit retour d'expérience de l'opération d'un cluster Hadoop sur quelques années à Criteo. Donc si on regarde le service Criteo d'un point de vue extérieur, voilà un scénario classique. Un utilisateur navigue sur un site de e-commerce, donc là ça va être un site de vêtements, consulte des produits. Comme 95% des gens finalement ne va pas acheter sur le site et va repartir. Donc on va retrouver cet internaute sur un autre site plus tard au cours de sa navigation. Donc là on est sur un site d'actualité. On va afficher une bannière publicitaire sur ce site avec un contenu qui est personnalisé pour cet internaute. Donc qui peut contenir des produits qui ont été consultés, des produits similaires, des produits complémentaires. Mais on va choisir le bon jeu de produits et la bonne présentation pour cette personne-là. Donc c'est censé intéresser cet internaute, donc il va cliquer sur la bannière publicitaire, revenir sur le site de e-commerce sur lequel il était précédemment, et puis finalement être incité à acheter un produit. Donc c'est ça le scénario classique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Afficher la bonne publicité au bon utilisateur au bon moment, et de faire ça avec un modèle économique où on va facturer à nos clients quand ça marche, c'est-à-dire quand il y a un engagement avec la bannière publicitaire. Donc si on regarde un petit peu le modèle économique un peu plus en détail, qui ressemble, pour reprendre le scénario que je viens de décrire, on a des sites éditeurs sur lesquels on diffuse des publicités, on va acheter des emplacements au volume, c'est-à-dire qu'on va payer un prix fixe pour un certain nombre d'impressions affichées, ou alors il y a différents mécanismes, ça peut être une enchère, mais dans tous les cas, il y a un prix qui est convenu avant l'affichage. Et puis de l'autre côté, on a nos clients, qui sont les annonceurs publicitaires, donc typiquement des grands sites de e-commerce, sur lesquels on a un modèle de facturation à la performance, et donc eux ne vont payer que si la publicité fonctionne, c'est-à-dire que si l'utilisateur clique dessus. Évidemment, ce qui intéresse aussi nos clients, c'est de vendre des produits, c'est pas simplement qu'il y a un clic sur la bannière publicitaire, donc on va faire en sorte que ce soit des clics qui convertissent, c'est-à-dire qui génèrent des ventes sur le site de e-commerce. Donc est-ce que ça marche? Donc des petites statistiques pour montrer un peu le niveau de performance. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur janvier à décembre 2012 aux États-Unis et qui montre que le taux de clic des bannières publicitaires qu'on affiche est à peu près 5 fois supérieur à la moyenne de l'industrie. Donc c'est un ordre de grandeur de différence globalement par rapport à ce qui existe dans le monde de la publicité display habituelle. Un autre chiffre pour illustrer le volume, 6,5 milliards de dollars, c'est les ventes que les bannières publicitaires Criteo ont générées sur les sites de nos clients en un an. Ça doit être de juin à juin entre 2012 et 2013. Quelques chiffres sur Criteo globalement. Criteo donc a démarré en 2005. Aujourd'hui, on a des bureaux dans 16 pays, une activité dans 46 pays, une activité commerciale dans 46 pays, un peu plus de 800 employés, en fait c'est même un petit peu plus maintenant depuis que le slide a été fait, plus de 5000 clients dans le monde, plus de 6000 sites éditeurs sur lesquels on achète des espaces. L'équipe de R&D, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, ça représente à peu près 40% des effectifs, donc c'est assez massif chez Criteo. Donc on a été introduit en bourse en 2013. 90% de taux de rétention des clients. Ça, c'est un chiffre assez important parce qu'il est assez inhabituel dans l'industrie du display. C'est-à-dire qu'on est sur un business qui est récurrent. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des campagnes de stop and go. Et puisque finalement un euro investi sur Criteo génère plus d'1 euro en revenu chez nos clients, on est dans une logique de campagne permanente. Et 444 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires de Criteo en 2013. Donc voilà, donc ça c'était la présentation extérieure pour vous dire qu'est-ce que fait Criteo. Maintenant, on va passer le plus grand du temps sur comment est-ce que c'est implémenté, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Donc si on regarde la plateforme Criteo schématiquement, il y a plusieurs composants. Donc certains sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder dans cette présentation. Il y a l'interface de la plateforme avec nos clients, les advertisers, les annonceurs. Donc c'est toute la partie configuration des campagnes, reporting.
De façon similaire, on a toute la partie de la plateforme qui permet aux sites éditeurs sur lesquels on achète des espaces de venir se connecter, de configurer leur interaction avec Criteo et d'avoir un reporting. Donc je vais pas beaucoup parler de cette partie-là, je vais surtout parler de ce qu'il y a en dessous. Et finalement, le big data pour nous, c'est des données. Donc, déjà, on va regarder un petit peu de quelles données il s'agit. Et pourquoi ces données-là? C'est des algorithmes. On parle du moteur, Criteo. Donc, comment est-ce qu'on va traiter ces données? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, c'est l'infrastructure technique, logicielle qu'il y a dessous pour faire tourner tous ces algorithmes-là et l'équipe qui fait marcher tout ça. Donc, c'est sur ces composants-là que je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc, si on commence par les données, quelles sont les données qu'on manipule à Criteo? Il y a deux sources de données principales, en fait. Il y a des données qu'on va collecter directement sur les sites de nos clients, sur les sites de e-commerce. Donc, c'est toutes les données de navigation. Donc, en fait, on va collecter à Criteo à travers des trackers JavaScript qui sont installés sur les sites de nos clients. On va voir toute la navigation de l'ensemble des utilisateurs de tous nos clients. Donc, le chiffre qui apparaît ici, là, 200 milliards de dollars, c'est toute la navigation qui a conduit à 200 milliards de dollars de ventes sur les sites de nos clients qu'on va mesurer, qu'on va collecter sur un an. Donc finalement tout le trafic accumulé des 5000 sites des 5000 clients de Criteo, c'est ce qui arrive sur la plateforme. Donc on va voir la navigation sur l'ensemble des pages du site, les produits mis en panier, les produits consultés, les produits achetés et une série d'autres informations. Donc ça, c'est le premier bloc. C'est deux données qui sont extrêmement riches et pertinentes pour l'objectif de Criteo, qui est de choisir le bon contenu pour générer des ventes, puisque ce sont des données qui sont directement corrélées avec l'intention d'achat des internautes. Et donc c'est la qualité de ces données qui génère le niveau de performance. Donc ça, c'est la première source. Et la deuxième source, c'est toutes les données qui dérivent de l'interaction des internautes avec les publicités Criteo. Donc les milliards de publicités qui ont été affichées, de savoir qui les a vues, qui a cliqué, qui a acheté, sur quel site, en croisant avec tous les autres paramètres. Donc c'est les données de performance historique de l'utilisation du service Criteo qui sont la deuxième source, et c'est le croisement de ces deux sources de données qui va nous permettre d'afficher du contenu pertinent. Donc ça, c'est les sources de données de Criteo. Qu'est-ce qu'on en fait donc en termes d'algorithme? Deux choses principalement, pour simplifier. D'une part, il y a le moteur de recommandation. C'est la génération du contenu, c'est-à-dire le choix du contenu de la bannière publicitaire. Donc là, on va afficher un contenu dynamique pour chaque publicité affichée avec les bons produits et la bonne présentation, les bons graphismes. Donc c'est la partie qui génère la performance en affichant le bon contenu à la bonne personne. Et ça suffit pas. En fait, il y a une deuxième partie de la techno qui est clé et qui vient du business model de Criteo, où on achète au volume et on vend à la performance. Et en fait, il faut qu'on sache, au moment où on affiche la publicité, quelle est l'espérance de revenu pour cet affichage-là pour Criteo. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache à quel prix on peut se permettre d'acheter cet emplacement publicitaire, puisque le prix sera fixe et payé au moment de l'impression au site éditeur sur lequel on diffuse. Donc c'est Criteo qui prend le risque d'être rémunéré à la performance et de payer à coup sûr au volume. Donc pour que ce risque soit maîtrisé, il faut qu'on sache deviner à l'avance quel revenu on va faire quand on affiche une publicité. Et donc ça veut dire deviner à l'avance la probabilité qu'un internaute clique sur cette publicité et la probabilité qu'il achète un produit derrière sur le site de e-commerce. Donc ça c'est la partie prédiction de la performance. Donc c'est les deux grandes jambes de la techno Criteo, le choix du contenu dynamiquement dans les bannières publicitaires et la prédiction de la performance pour acheter au bon prix. Donc si on regarde un petit peu la partie choix du contenu, c'est d'abord choisir les bons produits, puisqu'on travaille avec des grands sites de e-commerce qui ont des catalogues produits avec des millions de produits possibles. Donc là, on est au niveau produit. C'est une des grandes différences avec les techniques plus traditionnelles de marketing, qui consistent à calculer des profils utilisateurs et ensuite à essayer d'avoir des hypothèses sur quels produits vont intéresser quel profil. La ménagère de moins de 50 ans, et ensuite j'ai une hypothèse sur qu'est-ce qui va intéresser la ménagère de moins de 50 ans. Donc finalement, il y a deux approximations successives qui sont d'assigner une personne à un profil, et ensuite, avec un niveau de certitude qui peut être variable, et ensuite de savoir qu'est-ce qui intéresse ce profil-là de façon moyenne. Et donc on va déterminer que pour la ménagère de moins de 50 ans, tel produit est intéressant. C'est peut-être vrai en moyenne, mais ça va être faux pour beaucoup de personnes, soit qui ont été mal profilées, soit qui sont bien profilées, mais qui n'ont pas ces centres d'intérêt-là. Finalement, tout l'intérêt de la techno, c'est de passer directement de la personne au produit en zappant ces deux étapes qui sont des approximations. Et donc, on a un niveau qui est beaucoup plus fin, puisque c'est les bons produits directement pour chaque personne.
Donc c'est le premier jeu d'algorithme qui va calculer en temps réel les bons produits qu'on affiche. Et donc là, vous voyez des exemples de bannières publicitaires réelles de Criteo pour différents clients, avec des présentations un petit peu différentes, mais à chaque fois un choix de produits. Donc il peut y en avoir un, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir plusieurs dans la bannière publicitaire. C'est ceux qui intéressent le plus l'internaute au moment où on affiche la publicité. Et donc le deuxième aspect de la génération du contenu, au-delà du choix du produit, c'est d'optimiser toute la partie présentation. C'est-à-dire qu'on peut choisir le bon produit, mais si on l'affiche de façon très moche, ça marchera pas. Donc il faut aussi le présenter de façon attractive. Et donc là-dedans, il y a une composante de web design, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont capables de faire des choses qui sont jolies, qui sont efficaces. Et en fait, on a une approche assez algorithmique de cette partie aussi à Criteo. C'est-à-dire qu'on va injecter un ensemble de possibles avec des couleurs, des types de présentations qui sont validés par un client. Mais là-dedans, on a une combinatoire qui peut être énorme. Et en fait, on va laisser aussi le soin à un algorithme de choisir la bonne combinaison de tous ces paramètres en temps réel au moment où on affiche la publicité. Donc ça peut aller des jeux de couleurs au petit texte qui apparaît sur les boutons, j'achète, j'y vais, etc. Et ces choses qui peuvent paraître assez triviales ont un impact sur la performance qui peut être assez important. Donc tout ça doit être fait en temps réel, donc c'est de l'ordre de quelques millisecondes pour générer la bannière publicitaire, ce qu'il faut évidemment pas faire attendre l'internaute trop longtemps avant d'afficher la publicité. Donc ça c'est la partie génération du contenu. Et si on regarde la partie prédiction de la performance, donc un petit slide pour illustrer la problématique sur la partie prédiction de la performance. Finalement, on se dit en première approximation, c'est facile. Si je veux savoir quel est un taux de clic sur une bannière publicitaire, c'est-à-dire le nombre de clics divisé par le nombre d'affichages, je regarde historiquement le nombre de bannières que j'ai affichées dans le passé, et puis je vais regarder le nombre de clics. Je calcule un taux de clic, et donc le taux de clic passé, ça va me donner une indication du taux de clic futur. Donc je peux faire ça de façon moyenne, de façon globale. Et donc si on regarde un petit peu sur des scénarios similaires, si on considère qu'on va lancer une pièce et qu'on veut savoir avec un taux d'erreur de moins de 10% si la pièce est biaisée ou pas, c'est-à-dire si elle a autant de chances de tomber du côté pile ou du côté face, combien de fois est-ce que je dois la lancer pour avoir une mesure avec 10% d'erreur? Donc c'est 400 fois. Maintenant, si je regarde dans un scénario Criteo pour mesurer un taux de clic qui va être de l'ordre de 0,5%, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur des taux de clic, combien d'affichages je dois faire pour mesurer un taux de clic qui est de l'ordre de 0,5% avec moins de 10% d'erreur? Là, on est à 80 000, donc c'est encore raisonnable. Maintenant, si je veux calculer un taux de clic pour chaque client de Criteo, pour chaque site éditeur sur lequel je peux afficher des publicités, sachant qu'il y en a plusieurs milliers de chaque, toujours avec 10% de taux d'erreur, là on est sur 320 milliards. Et donc, ce que ça montre, c'est que l'approche statistique un peu naïve de regarder la performance historique passée, quand on commence à le faire sur un ensemble de dimensions, et là c'est très limité, hein, on a simplement deux dimensions, le site client et le site éditeur, ça conduit à un nombre d'affichages qui est assez colossal très très rapidement. Et 320 milliards, c'est déjà plus que le nombre d'affichages qu'on va faire sur quelques jours. Donc finalement, ce que ça montre, c'est deux choses. C'est que d'une part, il faut des algorithmes intelligents qui sont capables de traiter un nombre de dimensions important sans avoir à faire un nombre d'affichages et de tests qui explose et qui est complètement colossal. Donc une approche statistique naïve ne fonctionne pas. C'est pour ça que là, les traitements de type machine learning prennent le relais et sont capables d'extraire le potentiel des données. Et puis l'autre enseignement, c'est que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire un algorithme constant, plus on a de données et plus c'est efficace. Donc finalement, le système, même sans améliorer la partie algorithmique, le simple fait d'avoir plus de données, plus d'affichages, ça augmente la pertinence du système. Si on regarde un petit peu l'évolution des algos à Criteo, là on est sur 2012 à 2013 et ça a continué après. On est passé d'un moteur de prédiction qui était ciselé, qui traitait un nombre de variables limité, donc on était sur 5 à 7 variables. J'en ai parlé de deux tout à l'heure, hein, c'est-à-dire sur quel site on est, pour quel client on diffuse, qui était déjà assez efficace, mais qui était assez limité sur la capacité à rajouter des variables en plus. On est passé après à un système de machine learning à grande échelle, donc des algorithmes différents qui sont capables de consommer un nombre de paramètres supérieur. Donc non seulement pour quel site client, mais qu'est-ce qu'a fait l'utilisateur sur le site. Je vais rajouter de plus en plus de paramètres, de points de données supplémentaires que je peux collecter, et j'ai besoin d'un algorithme qui est capable de les consommer. Donc c'est la capacité à consommer ces variables supplémentaires, c'est le temps que ça prend expérimentalement de rajouter ces points de données supplémentaires dans le système, qu'on a construit des outils qui étaient capables de faire ça en beaucoup moins de temps qu'avant, et on est passé à un système qui avait à la fin 2012 une trentaine de variables, donc 5 à 7 à une trentaine.
Puis il y a une étape supplémentaire à partir de 2013 où on a une augmentation massive du nombre de variables et on a rajouté dans le système non seulement la prédiction des taux de clic, mais la prédiction des taux de conversion, c'est-à-dire la probabilité d'acheter un produit et pas seulement de cliquer sur la bannière publicitaire. Donc un autre graphique qui illustre la même chose, c'est-à-dire le nombre de paramètres différents utilisés dans le système au fur et à mesure du temps, qui est passé de 5 à 7 avant 2012, 15 à 30 à partir de 2012, et puis à partir de fin 2012, on a une explosion du nombre de variables, donc on a dépassé largement les centaines de variables qu'on utilise dans le système. Et donc on est vraiment capable, d'un point de vue algorithmique, de traiter toute la richesse des données qu'on va collecter. Donc si on regarde un petit peu d'où vient la performance et finalement comment marchent les algorithmes de Criteo sur la partie prédiction, c'est pas la recette de Coca-Cola en fait, c'est-à-dire que c'est pas un algorithme génial qu'on a trouvé une fois et puis qu'on va utiliser et protéger. En fait, c'est un ensemble d'algorithmes et c'est surtout un travail expérimental. Ce que disait Henri Verdier dans sa séance d'introduction, le machine learning, c'est une approche expérimentale. On part des données et puis pour chaque type de données, on va jouer avec des algorithmes, on va trouver celui qui est pertinent, celui qui l'est pas. Et un Criteo, c'est une plateforme principale qui permet d'extraire le potentiel, un algorithme principal qui peut extraire le potentiel des données et traiter un volume de données important. Et puis pour chaque type de variable qu'on injecte dans le système, il y a un travail de modélisation particulier pour cette variable-là. Pour donner un exemple, si une des variables dans le système pourrait être la géolocalisation de l'utilisateur, donc l'emplacement physique. Donc avec cette variable-là, on peut l'injecter de façon brute dans le système et essayer de voir ce qui sort de l'algorithme. Mais on peut aussi faire un travail spécifique de modélisation sur cette variable et se dire, avec la géolocalisation, j'ai accès à est-ce que l'utilisateur va voyager beaucoup pour se rendre au travail le matin en regardant sa géolocalisation tôt le matin et puis un peu plus tard dans la matinée. Est-ce qu'il y a beaucoup de distance? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend sa voiture pour aller au travail? Je peux regarder aussi en croisant avec d'autres données, d'autres sources de données en fonction de sa géolocalisation, quel est le prix au mètre carré de l'endroit où il se trouve, quel est le taux de criminalité, injecter tout un tas d'autres données qui sont intéressantes par rapport à la donnée de départ et injecter ensuite ces paramètres-là dans le modèle. Donc tout ça, ça se fait de façon itérative avec à chaque fois un traitement algorithmique qui est un petit peu différent, qui est spécifique à cette donnée-là. Si on prend l'exemple de la prédiction du taux de conversion, c'est-à-dire la probabilité d'acheter un produit, pas simplement de cliquer, ça a pris à peu près 2 ans de R&D à Criteo pour trouver le bon modèle pour faire ça. Donc ça, c'était sur la partie algorithme. Je vous parlais un petit peu maintenant de l'infrastructure technique qu'il y a dessous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait tourner ces algorithmes-là. Et en fait, sur l'infrastructure technique de Criteo, c'est un peu 2 parties principales. La première, c'est la partie temps réel. C'est-à-dire que l'affichage publicitaire, il faut qu'on soit capable d'utiliser des données qu'on vient de collecter la seconde d'après. C'est-à-dire quand un internaute a consulté des produits sur un site d'e-commerce, qui va quitter le site et naviguer sur d'autres sites, il faut que la seconde d'après, quand on le voit sur un autre site, on soit capable d'utiliser les informations qu'on vient de collecter. Donc ça suppose d'avoir une chaîne de traitement en temps réel qui veut prendre des décisions dans un laps de temps qui est de l'ordre de quelques millisecondes et qui est capable d'utiliser les dernières données qui viennent d'être collectées. Donc la première partie de l'infra, c'est cette partie temps réel, avec un système complet du calcul de l'espérance de revenu pour acheter au bon prix, la génération du contenu publicitaire que je vous ai montré un petit peu avant. Donc il y a toute cette chaîne de traitement-là qui doit prendre des décisions très très rapides. Et puis l'autre partie, c'est la partie calcul big data asynchrone sur la base d'un cluster Hadoop et puis d'autres technos. Donc je vais parler un tout petit peu plus en détail du cluster Hadoop dans la 3e partie juste après. C'est 13 000 cœurs sur le cluster Hadoop, c'est 650 serveurs, 650 nœuds avec un certain nombre de cœurs chacun, c'est 20 pétabytes de stockage total. En fait, on collecte 20 téraoctets de données supplémentaires tous les jours qu'il faut intégrer dans le cluster et intégrer aux algos. Et donc, on a en fait un mix d'une chaîne de traitement asynchrone, qui est cette partie big data, c'est la partie high performance computing, qui va recalculer des modèles le plus rapidement possible, typiquement toutes les heures, et qui va mettre à disposition ces modèles à la partie temps réel, qui elle est capable d'utiliser le modèle et les dernières données qui viennent d'être recueillies pour prendre une décision en temps réel tout de suite sur des données qu'on vient de collecter. Donc c'est ça schématiquement l'archi de Criteo. Donc pour parler de la partie hosting physique et des volumes, donc on a 7 centres de données dans le monde. En fait, on n'utilise pas de cloud à Criteo, c'est de l'infra opéré 100% par nous.
Donc on achète les machines et on travaille avec différents opérateurs de trafic. Bon, les buildings sont pas à Criteo, hein, on va louer de l'espace dans des data centers. C'est plus de 6000 serveurs au total. En trafic, on a à peu près 750 000 requêtes HTTP par seconde. Donc c'est sur la partie temps réel. Et il faut un taux de dispo qui soit très élevé, puisque sur la partie publicitaire, si la partie temps réel tombe en panne, ça coûte très cher très rapidement. On achète des emplacements qu'on ne rentabilise pas, donc ça peut coûter très cher très vite. La partie asynchrone qui fait les calculs sur le cluster Hadoop est un petit peu moins sensible, c'est-à-dire qu'elle peut être en panne pendant 1 heure ou 2. Ça n'a pas un impact démesuré sur la performance. Si ça dure plus longtemps, ça commence à être plus gênant. Les personnes qui font tourner tout ça, donc 40% des personnes à Criteo sont des ingénieurs, donc on est vraiment centré sur la R&D. C'est l'ADN de Criteo, puisqu'en fait on voit que la vraie barrière à l'entrée dans l'activité de Criteo, c'est l'avantage technologique, et il faut le maintenir dans le temps, puisque la compétition s'améliore aussi, et donc il faut un investissement permanent. Donc, si on regarde les différentes personnes qui sont impliquées dans le service Criteo, donc ça commence par les équipes commerciales et achats d'espace, qui sont un peu la partie visible commerciale de Criteo. Et derrière, ensuite, du moins technique au plus technique, on a des équipes Technical Solutions qui font les intégrations techniques et puis le setup avec les clients. Des équipes qui travaillent sur la partie graphique, pour aller configurer les bannières publicitaires de chaque client, c'est-à-dire injecter tout le domaine de possibilités graphiques et ensuite laisser un moteur d'optimisation composer ça correctement. On a des équipes qu'on appelle Business Intelligence qui font l'analyse des données. En fait, c'est une grosse boîte noire avec des algorithmes qui prennent des décisions. Les clients ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, ils ont besoin de comprendre pour mieux configurer leur campagne, pour mieux configurer leurs actions marketing. Donc, on a des équipes qui les aident à faire ça, qui les aident à comprendre les données, analyser les données. Ensuite, quand on arrive dans les équipes un peu plus R&D, donc on a une équipe qui s'occupe de la partie infrastructure, donc c'est le hosting, l'infrastructure physique, les data centers, et puis c'est tout le stack techno par-dessus, que ce soit Hadoop, les Couchbase, les MongoDB, les technos pour ramener les données d'un point A à un point B, les Kafka, Storm pour faire du traitement quasi temps réel. Et donc l'idée, c'est que toutes ces technos-là, elles sont packagées et fournies comme des services aux autres équipes de développement de Criteo pour que chacun n'ait pas à redécouvrir la complexité de tous ces éléments-là. Puis ça permet de remplacer une techno par une autre quand on a trouvé quelque chose de mieux, de façon assez transparente pour les applications. Ensuite, on a l'équipe qui développe la partie fonctionnelle, côté annonceur, côté éditeur. Je vais pas en parler beaucoup. Et puis l'équipe qui travaille sur les algorithmes. Donc ça, c'est schématiquement les différentes personnes impliquées dans le service Criteo. Et donc dans le temps qui reste, je vais vous donner un petit preview d'un feedback opérationnel de l'utilisation d'un cluster Hadoop à Criteo depuis quelques années. Donc c'est un teaser pour une présentation qui va être faite demain, en fait, par d'autres personnes de Criteo qui travaillent sur le cluster Hadoop, qui vont parler de ça pendant 1 heure. Donc je vais essayer de vous donner en 5 minutes un condensé des leçons principales, mais si vous voulez plus de détails, c'est demain matin à 11h40, je crois. L'utilisation de Hadoop, elle a commencé en 2010 à Criteo. Et on a appris de hard way, comme on dit, puisqu'on a commencé avec des personnes qui l'avaient jamais utilisé, en se disant on a beaucoup d'outils faits maison de traitement des données, développés par Criteo. On sentait qu'on commençait à être limité sur la capacité de traitement avec l'augmentation du volume de données et qu'il fallait d'autres outils. Donc on a commencé à travailler sur un cluster Hadoop sans avoir de cas d'utilisation directement au départ. On a laissé les autres équipes de développement venir consommer les ressources du cluster Hadoop. Donc on a commencé avec quelques nœuds. Et puis la croissance du cluster a été exponentielle parce que ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est jeté dessus. En disant tiens, c'est génial, je vais réécrire mon outil en MapReduce plutôt que mon algo maison que j'ai suroptimisé, qui consomme trop de mémoire et que j'arrive plus à faire grandir. Et donc rapidement, donc ça a été super au début parce que ça a permis de faire scaler les outils. Et puis rapidement, le cluster s'est complètement écroulé parce que tout le monde s'est jeté dessus de façon désorganisée et que ça marchait plus. C'est-à-dire qu'il y avait trop de monde et la performance n'était plus au rendez-vous. Donc il a fallu gérer ça. On va voir un petit peu comment on s'y est pris. Donc aujourd'hui, c'est 650 serveurs, le cluster Hadoop, avec 20 slots chacun et 20 pétaoctets de stockage total. Donc on a une équipe dédiée qui gère le cluster Hadoop. Donc la question pour eux, c'était comment ne pas être le bottleneck, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on puisse faire grossir le cluster et que cette équipe-là ne devienne pas le frein à l'augmentation du cluster.
Donc les problématiques, les lessons learned, les différentes problématiques qu'on a rencontrées. La première, c'était l'automatisation de l'administration du cluster. C'est-à-dire que quand on est sur des centaines de nœuds, il faut pouvoir les installer, il faut pouvoir les configurer, il faut pouvoir maintenir tout ça. Si c'est fait de façon manuelle, rapidement, ça scale plus. Donc le parti pris de Criteo, ça a été d'automatiser complètement la chaîne d'installation de A à Z. Donc du matériel physique jusqu'à la mise en service du nœud dans Hadoop, d'avoir un système qui soit indépendant de la distribution sous-jacente. Donc on utilise du Cloudera pour l'instant, on pourrait passer sur du Hortonworks et le système fonctionnerait à peu près pareil. L'installation automatisée, c'est basé sur Chef. Donc c'est l'outil qu'on a utilisé pour faire l'installation automatisée de toutes les machines à Criteo. Et donc le processus globalement, c'est d'aller racker la machine dans le data center, câbler pour avoir le réseau, assigner un rôle dans l'outil de provisioning, savoir si c'est un name node, un data node, etc. Et ensuite tout le reste est complètement automatisé et la machine rentre en service. Il n'y a plus d'intervention manuelle. Et notamment, on a fait le choix d'avoir un système d'installation sans de l'OS et de tous les outils, sans disque sur la machine. Donc ça, c'est un boot à partir du réseau. L'OS est téléchargé à partir du réseau à chaque démarrage de la machine. Donc en fait, il est jamais installé sur la machine physiquement. Ça permet d'optimiser la performance des disques, puisqu'il n'y a pas un accès aux disques de façon asymétrique à cause de l'OS. Et puis ça permet d'être sûr d'avoir un système qui n'a pas d'état et qui est toujours à jour en permanence. On est sûr qu'on n'a pas une version de l'OS qui n'est pas à jour sur telle machine, parce qu'en fait, elle est jamais sur la machine. Donc quand la machine reboot, elle est automatiquement à jour. Et donc ce système d'install démarrer l'OS, installer les firmware. Donc à partir de Chef, on installe tout ce qu'il faut, la distribution Linux, la distribution Hadoop, etc. Donc ça, c'est la partie automatisation. Sur la maintenance, les activités principales de maintenance, c'est le upgrade des versions des différents outils. Un des problèmes typiques qui se pose dans l'opération de tous les jours, c'est qu'une des machines est lente pour une raison ou une autre. Un disque dur marche plus ou la machine est plus efficace. Donc il faut arriver à détecter ça, parce que typiquement, les jobs Hadoop vont continuer à fonctionner et vont devenir plus lents parce qu'il y a une partie des jobs qui tournent sur une machine plus lente, et donc le temps total d'exécution va être plus lent. Il faut arriver à détecter ça pour sortir la machine et garder la santé du cluster. Donc sur les maintenances, se poser la question de savoir si on veut faire ça de façon progressive, c'est-à-dire qu'on met à jour les machines une par une et on garde le cluster en fonctionnement, ou est-ce qu'on fait un blackout, c'est-à-dire qu'on arrête le service pendant 1 heure et on met tout à jour. On a testé les deux et souvent c'est plus efficace de faire un blackout parce que ça permet de le faire plus rapidement plutôt que de fonctionner en mode dégradé sur une période plus longue. On a un cluster de pré-prod qui permet de tester des changements en infra et de valider que ça marche avant de le déployer sur le cluster de prod. Donc c'est typiquement le flow. Il y a un système de monitoring qui regarde les composants principaux du cluster, c'est-à-dire que le service vu d'un point de vue extérieur, mais aussi la surveillance des points clés du cluster, le name node, le job tracker et ainsi de suite. Autre leçon de la gestion du cluster, la configuration système des machines. Linux n'est pas optimal par défaut. Il y a beaucoup de tuning, et si vous voulez avoir le détail, vous pouvez venir à la présentation de demain. Il y a beaucoup de tuning d'un certain nombre de paramètres qu'il faut faire et qui ont un impact sur les performances qui est assez dramatique. Et donc ça, c'est difficile de trouver une documentation, un endroit qui donne toutes les choses qu'il y a à faire. Donc on a découvert au fur et à mesure toutes ces petites optimisations. Et de la même façon, la configuration du cluster elle-même dans Hadoop n'est pas adaptée à un cluster d'une grande taille. C'est-à-dire que la configuration par défaut, elle est adaptée à un cluster de quelques nœuds. Et quand on est à très grande échelle, il y a des choses qu'il faut configurer différemment. Et ça a un impact sur la performance qui est assez dramatique aussi. L'autre point qui a été assez difficile, c'est la partie architecture réseau du cluster. En fait, au début de l'utilisation de Hadoop, on a cramé des switches plusieurs fois. C'est-à-dire qu'avec la quantité de données qui passaient dans ces switches d'un nœud à un autre, ils tenaient pas la charge et ils tombaient en panne. Donc il a fallu changer les modèles des switches. Et puis surtout, il a fallu avoir une infrastructure réseau différente de l'infrastructure réseau web classique, qui est une infrastructure qui est plutôt verticale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de trafic qui arrive sur des load balancers, qui divisent le trafic pour envoyer ça sur des serveurs web qui vont accéder à des ressources. Donc c'est vertical et c'est une espèce de structure en arbre. Et donc
la structure typique réseau d'une infraweb, elle est adaptée à ça. Et dans le cas d'Hadoop, c'est assez différent parce qu'on a un ensemble de nœuds qui se parlent tous les uns aux autres et qui échangent des données. Et donc, cette infrastructure en arbre, elle limite la performance assez vite parce qu'on passe par des équipements qui ont des capacités limitées. Donc là, il a fallu mettre en place une infrastructure réseau plutôt en mesh, c'est-à-dire avec un maillage où les nœuds sont interconnectés à plusieurs autres pour faciliter les échanges de données d'un point à un autre. Donc cette infrastructure réseau, c'est quelque chose qui devient très important quand la taille du cluster augmente. Sinon, c'est le réseau qui limite les performances du cluster et la scalabilité du nombre de nœuds. Voilà. Et de la même façon, quand on est dans un data center avec une implantation physique donnée, avec des racks différents, il faut que le cluster ait une notion de dans quel rack je me trouve pour optimiser les échanges de data et utiliser la proximité de la machine dans le même rack ou pas. La partie multi-tenancy, finalement, c'est la capacité à utiliser le cluster avec des équipes différentes. Donc là, il y a un certain nombre d'autres problématiques qui viennent se greffer. Le stockage d'espace disque, donc des quotas dans HDFS, un certain nombre de petits bugs à régler pour que ça marche bien. Il y a la partie sécurité, authentification, accès à quelles données pour quel type de job. Donc là, on est passé sur du Kerberos qui nous permet de brancher le cluster Hadoop sur le système de gestion d'identité, d'authentification qu'on utilise globalement dans Criteo, qui est basé sur un Active Directory, et finalement de déléguer la gestion des utilisateurs à une équipe IT qui n'est pas l'équipe du cluster. Voilà. Et en termes de gestion des ressources entre les différents types de jobs, c'est Yarn qu'on a utilisé qui améliore grandement ce processus-là. Voilà, ça fait pile 30 minutes. Ça clôt cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. On a 5 minutes de questions, ensuite on fera la pause pendant à peu près 30 minutes juste ici, et ensuite on continuera avec... Et si vous avez des questions pour Romain, posez-les maintenant, parce qu'il part ensuite, il ne reste pas à la table ronde. Donc profitez de sa présence, je trouve sa présence vraiment super et assez profonde au niveau technique, donc n'hésitez pas. Bonjour, j'ai une question qui n'est pas très technique, mais qui est plutôt juridique. Vis-à-vis de la CNIL, le fait qu'on ait autant de données sur les clients, est-ce que c'est parce que c'est anonyme que ça fonctionne, ou comment c'est traité? Effectivement, il y a plusieurs points. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, Criteo n'a de données qui permettent de remonter à l'identité physique de la personne. Donc toutes les données qu'on collecte sur un internaute sont basées sur un identifiant qui a été généré par Criteo, mais qui ne permet pas de remonter à la personne. Et puis finalement, sur toutes les bannières publicitaires qu'on affiche, il y a un petit i d'information en haut à droite. Donc on fait ça depuis 2009 et c'est devenu un standard en fait aux États-Unis et en Europe, qui permet quand on clique dessus, de savoir pourquoi on se va proposer ces contenus et se désinscrire du système. Voilà. Et puis de façon générale, on voit les bannières personnalisées à Criteo comme un service qui est rendu aux internautes, puisque ça permet d'avoir un contenu pertinent plutôt qu'un contenu publicitaire ennuyeux et 10 fois le même. Et la meilleure preuve, c'est que le taux de clic est largement supérieur sur les bannières personnalisées que sur des bannières standards. Autre question, qui n'a rien à voir, désolé. Le stockage, pardon, je suis ici. Ouais. Le stockage est uniquement sur HDFS ou Alors c'est HDFS. On avait une partie Easy One avec un stockage un peu plus robuste à une époque, et maintenant finalement c'est principalement du HDFS avec une redondance pour avoir pour pas perdre les données. Et en même temps, ça c'est un projet qu'on est en train de finaliser pour un stockage un peu plus long terme en cas de crash complet. On va utiliser Glacier, ça va être mis en service très bientôt, pour un stockage un peu plus pérenne en cas d'erreur de manipulation complète et quelqu'un qui efface toutes les données, ça pourrait être assez préjudiciable. D'avoir au moins un système qui permet de remettre en service si ça se passe. Voilà. Moi c'est au sujet du machine learning. J'aurais aimé savoir si vous utilisez des frameworks comme Maout ou si vous développez intégralement tous vos propres algorithmes. On développe intégralement les algorithmes in-house, en fait. Donc, on a utilisé Maout pour faire du prototypage pour certains trucs, mais la chaîne de traitement principale, c'est des algorithmes qui ont été développés maison à Criteo. Bonjour. Et le temps réel, vous l'adressez comment? Parce que là, le cluster Hadoop, c'est surtout pour les batchs. Et donc, voilà, je voulais savoir.
si c'est possible. En fait, il y a deux parties. Il y a le traitement batch. Effectivement, Hadoop, c'est pas temps réel. Donc là, c'est la partie calcul lourd qui va générer des modèles qu'on va ensuite utiliser dans la partie temps réel. Et la partie temps réel, elle utilise ces modèles qui ont été, qui demandent beaucoup de calculs et qui sont rafraîchis régulièrement, le plus vite possible, mais pas en temps réel. Et elle va utiliser aussi les dernières données qui ont été collectées sur les utilisateurs et toutes les autres données. Et va faire la combinaison des dernières données collectées et des modèles pour prendre une décision en temps réel. Alors, on utilise des outils open source pour ça aussi. En fait, il y a une partie quasi temps réel qui est basée sur du Storm, qu'on est en train de mettre en place, qui permet de faire des traitements qui sont pas non plus temps réel, mais qui sont le plus temps réel possible et de le réinjecter dans la partie temps réel. Et puis après, il y a un stockage temps réel très rapide qui est basé sur du même cache ou des clusters Couchbase, qui permet de stocker les données qu'on vient de collecter et de les avoir accessibles en RAM pour pouvoir répondre en quelques millisecondes à des requêtes avec des volumes importants. Voilà. Au niveau de votre cluster Hadoop, il est worldwide ou vous avez splitté par data center des clusters? Alors, bonne question. Il y a eu pas mal de débats en interne sur quel est le meilleur modèle. Non, je ne sais pas si on a une solution définitive, mais pour l'instant, il est centralisé. Donc, il est centralisé. Donc, il y a quelque chose qui est prévu pour la redondance en cas de panne, mais l'activité principale se fait sur un cluster qui est centralisé worldwide pour tout le trafic du monde entier à un instant T. Parce qu'en fait, on a besoin, pour la qualité des algos de prédiction notamment, de l'ensemble du trafic de la plateforme pour prendre les décisions. Est-ce qu'on peut reposer la question avec le micro? J'ai pas entendu. Ouais. Comment est-ce que vous avez appréhendé en fait l'approche de la bande passante entre les clusters, par exemple entre l'Europe et les États-Unis? En fait, on a deux types de connexions réseau. On a la partie trafic, transit dans chaque data center. Donc là, on a au moins 2 fournisseurs à chaque fois pour être redondant. Ça, c'est la partie vers Internet. Et ensuite, on a des liens point à point entre nos data centers qui permettent d'avoir une bande passante assez élevée, garantie. Et après des outils qui permettent de transférer les données sur des liens qui peuvent avoir une latence importante de façon efficace pour pouvoir transférer ces volumes de données en continu en fait. Donc c'est les liens point à point entre les data centers qui permettent d'envoyer les flux de données au data center qui a le cluster Hadoop principal. D'autres questions? Bonjour. Tout à l'heure, on a entendu parler de Couchbase. Tu l'utilises où en fait? En fait, ce qu'on utilise, c'est surtout la partie même cache, enfin le cache en mémoire, puisqu'il faut, à partir d'une certaine volumétrie, pour traiter rapidement des requêtes, il ne faut pas qu'il y ait l'accès disque du tout. Donc il faut que toutes les données qu'on utilise soient en RAM. Et la partie Couchbase, elle nous sert surtout pour la persistance, c'est-à-dire pour être sûr que donc il y a des données qui sont vraiment du cache. Donc, c'est-à-dire qu'on va les mettre en RAM pour éviter de refaire un accès en base plus tard. Puis il y a beaucoup de données qui sont en fait calculées et stockées en RAM et elles sont pas dans une base de données, elles sont injectées directement dans la RAM du serveur. Donc, il faut que quand la machine tombe, on puisse recharger ces données assez rapidement. Et donc, on utilise Couchbase surtout pour ça, pour la partie persistance. Question ? Merci. Merci.